Lors de la journée Démocratie en Action à laquelle j'ai participé, en plus de toutes les activités de la journée, AnimaFac a organisé une conférence sur la question « Comment les changements climatiques transforment les pratiques démocratiques ?» avec 3 jeunes engagés pour le climat. Je trouvais ça intéressant de vous partager cette conférence parce que c'est des questions intéressantes qu'on se pose beaucoup en tant que jeunes engagés. Allez, c'est parti. Bon, désolé si ça tremble un peu, j'avais pas pris de trépied, j'ai dû prendre la caméra à bout de bras pendant 1 heure, donc il se peut que ça tremble un peu. Désolé. On a trois intervenants qui nous fait l'honneur d'être présents aujourd'hui. Mathilde Hiner, qui est engagée depuis de nombreuses années sur les questions de transition, qui a fondé des associations étudiantes comme le Warn au Climate, qui a participé à l'organisation de la COP 21 et qui a récemment cofondé le mouvement Gilets citoyens. Et qui est en partie à l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat. Elle nous en dira un peu plus juste après. Maxime, qui est étudiant à Sciences Po, également engagé et militant dans de nombreuses associations, et aujourd'hui en stage chez On est prêt, et qui va notamment nous parler d'un projet qui mène aujourd'hui d'Agoratour, qui fait exactement le lien entre ces questions de démocratie et de climat. Et César, qui est également étudiant à Sciences Po Grenoble, rivalité, et qui est également activiste donc, dans de nombreuses organisations, qui a fait un mémoire sur la démocratie environnementale et qui est engagé aussi dans l'association Notre Affaire à tous. Notre Affaire à tous, qui est notamment à l'initiative de l'affaire du siècle. Vous en avez sûrement entendu parler, la pétition la plus signée de France qui a attaqué l'État en justice l'année dernière. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Mathilde pour peut-être nous parler un petit peu plus donc, de la Convention citoyenne pour le climat, un exercice donc, inédit en France, et où on en est aujourd'hui de cette convention. Bonjour à tous, et avant de vous présenter la convention, je voulais vous dire que j'étais hyper heureuse d'être là parce que j'ai beaucoup été en lien avec AnimaFac et notamment le REFED à une époque, et ça me fait vraiment plaisir de voir que les questions de démocratie et d'écologie sont de plus en plus présentes chez AnimaFac. Et donc hyper heureuse d'être là. Peut-être sur la Convention citoyenne pour le climat, pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer un truc comme ça? C'est que au moment où il y a eu la COP 21, il y en a qui ne voient pas ce que c'est ou pas. Après la COP 21, en gros, ce qu'on s'est dit à plusieurs, c'est que c'était bien beau cet accord de Paris, mais que si c'était le meilleur accord qu'on pouvait avoir au niveau international à cette époque-là, c'était loin d'être suffisant sur la question climatique. Et que si on voulait vraiment que ça fonctionne, il fallait qu'on arrive à trouver comment est-ce qu'on mettait les États au boulot au niveau national pour mettre en place des politiques climatiques qui soient à la hauteur des enjeux et qui garantissent un avenir à tous, et notamment aux plus jeunes. Et donc on a commencé avec quelques potes à aller voir des initiatives qui accélèrent la transition écologique avec des pratiques démocratiques innovantes, que ce soit en France, ailleurs en Europe ou en Amérique latine. Et parmi ces pratiques-là, on a vu une qui a permis de faire des cartons sur d'autres sujets et aussi sur les questions écolo à l'international, qui sont les assemblées citoyennes. Une assemblée citoyenne, c'est quoi? Peut-être que vous avez fait un truc un peu similaire, sans plus d'avoir qu'un jury citoyen, où on utilise le tirage au sort. Donc on a tiré au sort là, 150 citoyens et citoyennes qui sont du coup, on a des critères d'âge, de sexe, âge avec des jeunes de 17 ans, de sexe évidemment, de niveau de diplôme, de catégorie socio-professionnelle, de zone géographique, de typologie de zone géographique. Autrement dit, c'est des jeunes, des vieux, des Français, des jeunes, des vieux, des personnes CSP++, qui sont dans les grosses boîtes, des personnes qui sont ouvriers et qui galèrent. Il y a une sorte de mini-France qui, pendant 7 week-ends, délibère pour arriver à des politiques publiques qui permettent de faire avancer la question climatique dans un esprit de justice sociale. Ça a commencé en octobre dernier, ça finit le 3 à 4 avril prochain. C'est quelque chose qui est complètement inédit en France et c'est un espoir pour beaucoup d'acteurs pour 2 raisons. La première, c'est que ça a marché sur la question de l'avortement, du mariage homosexuel en Irlande, par exemple. Un pays catholique où cette question de l'avortement était hyper dure à faire avancer. Alors, pareil, des citoyens ont délibéré pendant plusieurs week-ends et permis d'atterrir à une décision qui légalisait l'avortement. Au Texas, où le lobby pétrolier est extrêmement fort, ils ont mis en place un tel processus et ça a permis de faire que le Texas est aujourd'hui l'État des États-Unis
qui produit le plus d'énergie éolienne de l'ensemble des États-Unis. Donc on voit que ces processus-là, ils sont capables de créer un véritable élan dans la société. Ils sont capables de montrer que la société est souvent beaucoup plus prête que les élus, et que quand on fait confiance aux gens, et qu'on leur donne le temps d'avoir les retours des experts, des scientifiques, des bonnes idées et des bonnes pratiques des uns des autres, et ben ils sont capables de produire l'intelligence collective et d'aller de manière assez radicale sur des choses qui cartonnent. Donc rendez-vous le 3-4 avril, il y a des acteurs qui se mobilisent autour, et à votre dispo pour les questions. Merci. Maxime, donc peut-être réagir un petit peu à cette convention citoyenne pour le climat, ce que toi t'en penses, et elle a inspiré notamment un projet que tu vas mener dans les prochains mois, donc peut-être nous dire un peu plus, nous parler un peu plus de ce projet. Bonjour à tous, donc également très content d'être ici. Sur la convention citoyenne, donc moi je suis membre de plusieurs associations qui soutiennent notamment la convention, donc il y a l'association La Bascule, l'association Extinction Rebellion aussi, qui soutient plutôt les 150 citoyens que la convention, pour reprendre la ligne qu'on adopte. Qui c'est qui connaît Extinction Rebellion ici? Ok. Donc pour information, pour clarifier, il y a 4 revendications chez XR, donc Community de Extinction Rebellion. Et la 4e revendication, c'est de mettre en place une assemblée citoyenne. Donc quand on a vu la convention citoyenne arriver, on s'est dit, en fait, génial, il y a enfin une convention qui se met en place en France, etc. Et il y a eu pas mal de dissensions internes à Extinction Rebellion, où en fait les gens se sont dit, mais d'où ça vient? Il y a toujours un peu ce problème d'ego aussi au sein de toutes les associations en général, de quand ça vient pas de nous, généralement c'est pas une bonne idée. Donc voilà. Mais après réflexion et beaucoup de débats internes, il y a quand même eu une volonté d'Extinction Rebellion de soutenir cette convention, et notamment de soutenir ces 150 citoyens qui sont rien d'autre que, comme disait Mathilde, une mini-France en fait, qui représente vraiment la France, du fait du tirage au sort justement qui est représentatif. Et donc ça c'est hyper intéressant à suivre, et du coup Extinction Rebellion fait pas mal de mobilisation autour de cette convention, donc tous les week-ends. Là le dernier week-end, c'était le week-end dernier, il y avait une mobilisation pour soutenir les 150 citoyens, il y en aura une autre pendant le prochain week-end qui est le 7-8 février, c'est ça? Donc c'est au CESE ici à Paris. Et donc pour revenir là-dessus, donc Extinction Rebellion, c'est une association qui porte du coup cette volonté de faire changer la démocratie en France avec cette revendication-là qui est de mettre en place des assemblées citoyennes. Et pourquoi est-ce que c'est hyper important? En fait, je pense qu'il faut aussi revenir sur le contexte global de la société en ce moment. Il y a donc des associations qui prônent ça, il y a aussi le mouvement social des Gilets jaunes qui est hyper important de rappeler, parce que ça fait quand même 1 an qu'il y a des gens qui défilent dans la rue pour demander plus de démocratie, et donc c'est vraiment là la mesure, c'est ce pourquoi aujourd'hui les Gilets jaunes sont dans la rue, c'est parce qu'ils veulent plus de démocratie. Parce que quand on leur dit aujourd'hui, on est dans un contexte d'élection municipale par exemple, je sais pas qui c'est qui a l'âge de voter au municipal là. Genre moi, à titre perso, je trouve ça quand même hyper bizarre qu'on me demande de voter pour quelqu'un là, et ensuite pendant 6 ans, donc c'est-à-dire le municipal ça dure 6 ans, dans 6 ans il va décider de comment va être la ville, de ce que je peux manger, ce que les enfants peuvent manger dans les cantines à l'école, etc. Donc c'est plein de décisions qui sont hyper importantes sur lesquelles j'ai aucun poids, puisque à partir du moment où j'ai voté, je délègue mon pouvoir de citoyen à cette personne. Et en fait c'est un truc qui est en train de rentrer dans la tête de pas mal de gens en se disant, mais en fait est-ce que être citoyen et habiter en France aujourd'hui, c'est simplement voter pour quelqu'un une fois tous les 6 ans? Est-ce que c'est vraiment ça? Et donc c'est dans cette dynamique-là aussi que s'est construite la Convention citoyenne, que se construisent le mouvement des Gilets jaunes, que se base la revendication d'Extinction Rebellion et plein d'autres associations. Donc voilà, et donc je peux peut-être parler du projet plus largement qui a été inspiré par la Convention citoyenne. C'est moi, à titre personnel, déjà j'ai été assez choqué du peu de médiatisation qu'il y avait autour de cette Convention citoyenne. C'est quand même un processus inédit, ça existe, Mathilde a parlé d'Irlande, de Texas, mais c'est un truc qui est quand même hyper novateur, et il y a très peu de médiatisation, peut-être parce que c'est un sujet qui est encore un peu compliqué à traiter, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va sortir comme mesure de cette convention, mais je pense qu'il y a aussi le flou. Quand on parle de convention citoyenne, ça évoque très peu de choses, et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, on est tellement peu habitué à d'autres formes de démocratie que la démocratie représentative. Donc on a du mal à se représenter, à part peut-être des personnes comme vous qui sont déjà très engagées dans des associations, qui ont l'habitude de prendre part à des conseils d'administration, qui ont l'habitude de prendre part à des délibérations où on leur demande leur avis, où ils ont un mot à dire. La majorité de la population française est rarement confrontée à ce genre de délibération, et donc du coup la démocratie participative ou délibérative, elle est très peu comprise, ou c'est très peu imagé en fait dans la tête des gens. Et donc l'idée c'est de donner à voir vraiment cette démocratie participative au quotidien, et donc en mettant en place l'Assemblée citoyenne au niveau local. Donc on va essayer de pousser via un projet qui s'appelle l'Agora Tour,
pour faire en sorte que les gens vivent cette expérience démocratique qui peut être vécue à la Convention, qu'ils la vivent sur les territoires, pour qu'ils comprennent un peu pourquoi c'est important et pourquoi ils sont eux autant légitimes à donner leur avis sur les décisions qu'ils ont prises par les politiques dans leur ville. Donc voilà, donc là on est en train de lancer une étape test à Avignon le week-end prochain avec une centaine, 150 personnes qui sont présentes à Avignon pour tester ça. Et l'idée après c'est de pouvoir le faire dans les universités, dans les lycées, pour montrer que en fait en tant que citoyen, en tant que lycéen, en tant que collégien, étudiant ou peu importe ton statut, tu peux prendre des décisions parce qu'on te donne les bonnes informations, parce que c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc en fait c'est un principe très simple qui est de dire en mettant plusieurs cerveaux humains ensemble, ils sont capables de prendre des décisions et il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 à 15 ans d'études d'expertise sur un sujet pour pouvoir prendre une décision qui est cohérente, qui est tout simplement mettre du bio dans les cantines parce que la nourriture bio c'est quand même un peu mieux pour la santé que la nourriture de l'industrie agroalimentaire normale. Et donc il y a des décisions comme ça qui sont très simples à prendre, qui sont très cohérentes et qui font juste appel au bon sens et qui font appel au bon sens citoyen. Donc voilà, donc on va essayer de mettre ça en place. Il y aura plusieurs étapes qui vont avoir lieu dans les prochains mois. Donc peut-être que là je lance un petit call to action, mais si ça vous intéresse que ça se passe dans votre lycée ou que ça se passe dans votre université, n'hésitez pas à venir me voir aussi à la fin. Voilà. Merci. Alors César, peut-être réagir un petit peu sur voilà, cette Convention citoyenne pour le climat, ce que notre affaire à tous en pense, peut-être préciser aussi quelles sont vos actions, et peut-être avec ton regard, tu as fait un mémoire sur la démocratie environnementale, voilà, ce que tu en penses aussi personnellement de cet exercice démocratique. Merci beaucoup. Alors, plusieurs choses. Déjà, petit rappel historique, dès les années 1990, on commençait à parler de développement durable et participatif. Donc déjà, les deux étaient vraiment liés ensemble. Il y a aussi, si on remonte encore un petit peu, il y a Alain Liquiette, qui est un des pères fondateurs de l'écologie politique en France, qui, dès les années 60, disait l'écologie c'est politique et la démocratie c'est déjà de l'écologie. Donc on voit bien que les deux notions se percutaient et allaient ensemble. Et dans l'histoire, on voit qu'il y a plein d'exemples comme ça. Pour en prendre un seul, il y a la mer d'Aral. C'est en Extrême-Orient et il y a le Gosplan donc, de l'Union soviétique qui, depuis Moscou, a décidé de manière totalement autoritaire, sans concerter qui que ce soit, qu'ils allaient détourner les deux fleuves qui allaient approvisionner cette mer en eau. Donc ils ont décidé ça sans consulter du tout la région. Résultat, la mer d'Aral a été complètement desséchée et c'est une catastrophe écologique sans précédent, c'est terrible. Et du coup, on peut imaginer que s'il y avait eu une concertation, peut-être que les pêcheurs du coin, les habitants, auraient alerté sur tout ça. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une sécurité en plus. Donc il y a des exemples comme ça qui nous disent, ouais, peut-être concerter, ça peut être une bonne chose. Et puis, depuis, donc ça c'est dans les années 90 qu'on parlait de développement durable et participatif, il y a même à Rio en 92, où ils ont dit que la meilleure façon de faire de l'écologie, c'était d'assurer la participation de tout le monde. Donc déjà là, c'était quelque chose d'acquis. Et puis, ça s'est un peu perdu. On a eu une rupture comme ça, démocratique, un peu progressive. Et là, avec les impacts du changement climatique, on se rend compte que ça va encore plus loin. Que ça accentue les inégalités entre les pays pauvres et les pays riches. Et même au sein des pays, ça accentue encore les inégalités. Donc là, face à ça, notre affaire à tous, entre autres, s'est dit on va essayer de renforcer encore plus la démocratie et de s'en remettre aux institutions qui protègent la démocratie, notamment les juridictions. Donc, on a fait entre autres l'affaire du siècle. Donc l'idée est de dire, face à un État qui prend des engagements, face à des députés qui votent des lois, qui s'imposent une direction, et quand on voit que tout ça n'est pas respecté, eh bien on va aller devant la justice et on va en quelque sorte demander à l'État de rendre des comptes. Donc c'est comme ça qu'on a fait la pétition à plus de 2 millions de signatures qui soutiennent ce recours-là contre l'État. C'est pour ça aussi qu'on est en train de mener des actions sur un peu tout le territoire et contre la multinationale Total qui accentue largement ce réchauffement climatique. Et donc c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on s'inscrit. Il faut savoir aussi que c'est très intéressant, je trouve que c'est vraiment très intéressant cette Convention citoyenne pour le climat, parce que ça veut dire que les citoyens sont aussi les plus à même de juger de ce qui se passe. On est en quelque sorte des experts d'usage et de notre vie. On ne peut rien nous dire par rapport au fait que notre vie est en train de changer, et dans ce cas-là, on a tout à fait notre mot à dire. Et des dispositifs de participation comme ça, il y en a un peu de partout qui essayent difficilement d'émerger,
À Grenoble, notamment, je viens de Grenoble, et il y a eu un dispositif de votation citoyenne qui a été mis en place, qui consistait à dire, voilà, les citoyens peuvent déposer une pétition. Si cette pétition arrive à 2000 signatures, on pose cette question-là au conseil municipal, et soit le conseil municipal l'adopte, soit il l'adopte pas, et dans ce cas, ça part dans un référendum. Donc ça, c'était une proposition, ça a été mis en place pendant 3 mois, avant que le tribunal administratif, donc le préfet, enfin l'État, un représentant de l'État, vienne casser ce dispositif-là. Donc là-dessus, voilà, on voit qu'on va dans un sens dans la participation, mais que l'État ne joue pas tout à fait son rôle, et de voir qu'il y a cette initiative-là, ça redonne espoir sur le fait que ça peut exister, et ça peut porter ses fruits. Et j'ai l'impression que ça va dans le bon sens, donc pourvu que ça dure. Finalement, l'objectif notamment de ces citoyens, c'est d'apporter des solutions, notamment pour faire face à la crise écologique, climatique. On est dans une urgence, on parle une urgence écologique qui est de plus en, voilà, qui arrive de plus en plus. Les solutions, on a l'impression, enfin, parfois qu'on les a déjà, les solutions, les ONG nous disent, mais on sait ce qu'il faut faire. Tous ces processus démocratiques prennent du temps. La question c'est, pourquoi est-ce que finalement, un peu provocateur, est-ce qu'il ne faudrait pas une bonne vieille dictature verte pour mettre en place ces solutions qu'on connaît à grande échelle pour résoudre la crise écologique? C'est un argument qui revient beaucoup, et à titre personnel, j'étais militant de climat avant m'intéresser à la question de démocratie. Et j'ai longtemps dit, les solutions on les connaît déjà, il suffit de mettre en œuvre. Sauf que si on est sérieux et qu'on écoute vraiment ce que disent les scientifiques, ce qu'ils nous disent, c'est qu'aujourd'hui, en France, si on prend notre pays, si on veut respecter ne serait-ce que l'accord de Paris limité à 2 degrés de changement climatique, il faut arrêter de prendre l'avion en interne en France, il faut diminuer par 2 à minima l'utilisation de la bagnole, il faut arrêter de manger de la viande. Dans mon quotidien, moi, ça ne me gêne pas et je le vis très bien et je suis très heureuse comme ça. Dans le quotidien des Français, c'est extrêmement compliqué à mettre en place et c'est vécu par un certain nombre de citoyens comme liberticide. Et donc tout l'enjeu, et c'est pour ça que ça devient un enjeu démocratique, c'est quand on voit, on a tellement tardé à faire cette transition écologique que maintenant il faut la mise en place de politiques publiques radicales, radicales ça ne veut pas dire violent, mais vraiment prendre le problème à la racine, qui permettent d'avancer loin sur la question climatique. Et donc si on force les gens à le faire sans qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'ils le font, ben ça ne marche pas, les gens ils sont dans la rue. Et on l'a vu, si vous touchez à la bagnole aujourd'hui en France, ben, il y a des millions de gens dans la rue. On pourrait le regretter, mais c'est comme ça. Et donc la bonne manière de fonctionner, si on veut y arriver, c'est soit on met en effet une bonne dictature, puis on tue la moitié des gens qui ne nous conviennent pas, et puis on avance sur la question écologique, soit on arrive à une modalité de démocratie qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a avec la démocratie représentative aujourd'hui. Ce qu'on voit quand même, et pour vous dire, moi ce qui m'a frappé, c'est que là on a eu 4 week-ends. Le premier week-end c'est celui du diagnostic scientifique. Il y a les scientifiques du GIEC qui sont venus présenter, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce que disent les scientifiques sur la question climatique. Les 3/4 de cette mini-France sont venus nous voir à la fin en disant je me suis pris une énorme claque, ça a été un électrochoc. Ce type de mots, parce que autant ils étaient conscients qu'il y avait un problème avec la question climatique, autant ils n'étaient pas conscients du degré de l'impact et de l'urgence. Et donc, de cette prise de conscience et de diagnostic, il a permis au sein des 150 citoyens de tirage au sort d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus radicaux dans les propositions qu'ils font aujourd'hui au sein de la Convention citoyenne pour le climat. Si ce diagnostic-là n'est pas partagé par la population en général, on n'ira pas très loin. Et donc c'est tout l'enjeu quand Greta dit écoutez ce que disent les scientifiques à nos élus ou à vos parents ou même à vous-même, c'est ça qu'elle dit. Le diagnostic aujourd'hui n'est pas fait. Et donc on peut dire les solutions elles existent et on met en place une dictature verte, il n'y a pas une seule dictature au monde qui est écolo. Et quand je regarde les pays tendance populiste avec l'arrivée d'acteurs comme Trump et compagnie, c'est pire. Donc à un moment, il y a un choix à faire, et le choix aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait confiance aux citoyens, s'ils sont bien informés, c'est-à-dire que c'est pas une convention où il y a 150 citoyens qui tout seuls délibèrent sans avoir l'apport extérieur de scientifiques, d'experts, de gens qui s'y connaissent, d'ONG composées sur ces questions-là. Évidemment que c'est pas tout seul qui délibère. Mais par contre, le choix, c'est est-ce qu'on fait confiance aux citoyens pour eux-mêmes aller vers un élan écologique, ou est-ce qu'on s'en remet à nos élus actuellement qui n'y arrivent pas tout seuls, ou est-ce qu'on dit il faut une bonne dictature, et puis on attend la dictature, et puis on attend le nombre de morts. Voilà, moi j'ai vite fait mon choix avec ces 3 options.
Ouais. En fait, sur la question de la dictature verte, il faut voir qu'est-ce que ça change au quotidien, tout simplement. Et en fait, pour donner un exemple très très concret de qu'est-ce qu'on entend par la dictature verte, par exemple, est-ce qu'il y en a qui fument dans la salle? Il n'y a pas de fumeurs? Levez la main ceux qui fument. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça, fumeur déclaré. Ok, juste, c'est pour donner un exemple très concret. À Singapour, si vous jetez un mégot dans la rue, vous prenez 1000 € d'amende. 1000 €, c'est-à-dire que si un policier vous chope à jeter un mégot dans la rue, c'est 1000 € d'amende. Donc moi je sais pas vous, mais moi j'ai pas 1000 € à donner comme ça à n'importe qui dès que je fais une erreur. Pareil pour la question des voitures, on ne peut pas aller en voiture dans le centre-ville de Singapour si on n'a pas un certain salaire. C'est-à-dire qu'en gros la voiture n'est accessible qu'à une partie de la population qui a un salaire suffisamment élevé. Et en fait ça c'est des mesures qui sont considérées comme dictatoriales dans le sens où elles sont liberticides, donc elles ont un traitement inégalitaire. Et le problème de la dictature verte, c'est qu'en règle générale, elle va quand même être bénéfique à la majorité de la population, enfin à la population qui est plutôt aisée et qui a les moyens, entre guillemets, de se payer un quotidien, un certain type de... Comment formuler, un certain standing, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, par exemple, si vous voulez aller au centre-ville avec une voiture, vous devez être capable de vous payer une voiture avec un certain taux de pollution qui est assez faible, donc des voitures qui coûtent cher, des voitures hybrides, etc. Et donc en fait, c'est des mesures qui sont absolument inégalitaires, et donc c'est pas forcément souhaitable d'avoir une société qui est injuste socialement. Donc c'est l'idée de dire, est-ce qu'on ne peut pas penser une société qui soit à la fois juste socialement, et qui donc mette en place des mesures qui soient justes pour tout le monde, et qui traitent tout le monde sur un point de vue d'égalité, plutôt que sur une dictature qui creuserait encore plus les inégalités, et qui empêcherait les gens qui ne peuvent pas s'adapter, du coup, de s'adapter. C'était hyper clair, mais en gros, c'est pour dire que je soutiens ce point de vue-là sur ce que vient de dire Mathilde. Et dans des cas très concrets, c'est pas quelque chose de souhaitable, tout simplement. Oui, je trouve qu'il y a vraiment un souci avec la démocratie. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on considérait que la démocratie, c'était une possibilité d'émancipation individuelle. On avait le droit de voter, on avait le droit de s'exprimer, on existait en tant qu'individu. Et là, avec la crise climatique, on doit repenser tout ça, parce que la démocratie n'est plus l'occasion de faire ce qu'on veut, d'être vraiment libre, mais consiste justement à s'imposer des limites. Donc là, on arrive à un moment qui a un basculement qui n'est pas facile à vivre. Après, sur l'aspect liberticide, il est clair que quand on regarde ce qu'il faut faire pour rester sous la barre des 2 degrés, si on est déjà assez optimiste, il va falloir renoncer à un paquet de libertés. Il va falloir changer son alimentation, il va falloir arrêter de prendre la voiture pour faire des petits trajets, de prendre l'avion, tout ça. Et je pense que ça passera forcément par une régulation, par des lois. Mais pour vous rassurer, on est déjà dans une société liberticide. On n'a pas le droit, par exemple, de conduire en état d'ébriété. Mais c'est pour avoir une plus grande liberté, pour pouvoir continuer comme ça de vivre, tout simplement. On n'a pas le droit de rouler, je sais pas, avec un poids extrêmement lourd sur telle ou telle zone. On n'a pas le droit de faire plein de choses. Et pourtant, personne ne s'offusque par rapport à ces restrictions et libertés-là. Et l'idée d'aller vers une société comme ça, avec de plus en plus de privation de liberté, je pense qu'elle va s'accompagner par beaucoup de pédagogie, mais qu'en tout cas, c'est pas une fatalité d'arriver vers une société où on a de moins en moins de liberté. On pourrait arriver progressivement à des interdictions d'utiliser la voiture dans le centre-ville, ou alors des voitures qui consomment très très peu. Et petit à petit, on se retrouvera avec des voitures qui roulent moins vite. Pourquoi pas, des voitures plus légères. Et ça sera par une régulation, par une privatisation de liberté. Donc en soi, c'est pas quelque chose de terrible. Après, bien sûr, on va se confronter à la population qui n'a pas envie de changer son mode de vie. C'est très compliqué, je ne sais pas si vous en parlez un peu avec votre entourage, mais de leur dire non, il faut arrêter de manger de la viande ou manger très très peu. Directement, on s'offusque en mode quand même, je fais ce que je veux. Ouais, c'est clair, c'est pas facile. Mais c'est quand même par là qu'il va falloir tendre. Et dans les différents dispositifs de participation, on se rend compte que très souvent, il y a une opposition, dès qu'il y a une opposition entre l'amélioration du cadre de vie et l'écologie, là pareil, ça bloque.
Par exemple, il y a des parcs éoliens qui se sont vus opposer une vive réaction de la part des populations parce que ça modifiait le paysage, parce que voilà, c'était pas joli. Donc là-dessus aussi, il y a du travail à faire. Dans certains cas, la participation citoyenne et la démocratie, c'est un vecteur incroyable, il ne faut surtout pas s'en priver. Dans d'autres cas, c'est pas tout à fait le cas. Je pense notamment à des initiatives comme ça, citoyennes, qui sont vraiment bonnes. Enfin, il y a des budgets participatifs où on regarde que les résultats, c'est des jardins partagés, c'est verdir des endroits, c'est aussi demander d'être vraiment ambitieux sur des plans climat au niveau local. Et là, ça tire vers le haut. Ça vient aussi, la consultation, ça vient aussi créer un peu les conditions d'inventivité nouvelles pour répondre à cette crise climatique. Donc là, il ne faut surtout pas s'en priver, mais je pense qu'il faut bien faire la part des choses entre ce qui doit être construit collectivement et poussé par tout le monde et ce qui doit un peu s'imposer au collectif. Donc la question n'est pas tant dictature verte, démocratie, mais la juste mesure de ce qui doit être imposé et ce qui peut aller comme ça collectivement. Si on reste entre cet entre-deux, tu parlais de changements de mode de vie qui sont, on paraît presque radicaux à mettre en place, que les citoyens en fait sont peut-être pas prêts à mettre en place ces changements de mode de vie. Pour de plus en plus d'experts, de scientifiques, d'économistes disent que peut-être la seule solution envisageable, c'est une décroissance du PIB. Que si on ne la met pas en place, on risque de la subir dans les prochaines années, et que c'est un message aujourd'hui qui est souvent inaudible dans le grand public, parce que on est dans une société qui ne jure que par la croissance du PIB. Donc, qu'en pensez-vous? Et dans ces cas-là, quelle doit être la place de la démocratie dans ce débat-là? Moi, je crois que c'est un faux débat, la question de décroissance, parce que c'est la croissance de quelque chose. La croissance du PIB crée des dégâts environnementaux énormes. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où on peut penser une croissance d'autre chose? Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit consommé comme une malade qui me rend le plus heureuse aujourd'hui. Et par contre, d'avoir des liens amicaux ou même dans le monde professionnel aboutis qui créent de la joie, en fait, un monde où il y a plus de liens et moins de biens, et ben, je pense que c'est un monde de croissance de liens, peut-être finalement, et préférable pour tout le monde qu'un monde de croissance de biens. Et on le voit dans ce que disent les 150 citoyens de tirage au sort, et pour le coup, ça, je trouve ça assez incroyable, sur la question de quel curseur on met, est-ce qu'ils sont prêts à se limiter eux-mêmes, quand ils disent, finalement, il faudrait réglementer la publicité. Et c'est exactement ce message-là qu'ils disent, c'est-à-dire qu'on en a ras-le-bol d'être soumis tous les jours, même quand tu vas aux toilettes maintenant, tu as des écrans publicitaires devant toi, tu n'es pas forcément demandé. Bon, si on réglementait ça, on aurait peut-être moins envie de consommer comme des malades. Et donc cette idée-là de réglementer la publicité, notamment sur les produits les plus polluants, c'est une des propositions qui est sur la table des 150. De la même manière, l'idée de s'obliger soi-même à rénover l'ensemble des bâtiments en France, c'est quelque chose qui est sur la table. L'obligation, ça peut être vu comme extrêmement négatif, mais normalement c'est le deuxième poste aujourd'hui, la question du bâtiment, c'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est un indispensable sur le réel. Et quand ils disent obligation, par contre, ils mettent le curseur en disant, ok, si on oblige les gens, par contre, il faut que ce soit beaucoup plus facile que ça ne l'est aujourd'hui de rénover chez soi des bâtiments. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé avec vos parents ou quoi, mais c'est une galère énorme et ça coûte cher, donc les personnes les plus pauvres doivent être accompagnées. Donc il y a plein comme ça de mesures qui sortent, qui visent finalement à créer de la contrainte, mais mieux accompagnées, et qui permettent, de la même manière qu'on a finalement accepté de mettre aujourd'hui une ceinture de sécurité, d'aller vers une transition écologique avec, oui, certaines obligations, mais en ayant conscience que c'est pour le bien de tous et qui sont du coup bien vécues. Moi, il me semble que justement la question de la démocratie est posée pour avoir des débats du type décroissance-croissance. Le deuxième week-end de la Convention, quand on leur a demandé de poser c'est quoi les grands blocages pour vous la transition écologique, ils n'ont pas répondu, mais ils ont clairement posé la question de est-ce que cette addiction qu'on a à la croissance du PIB, elle est problématique ou pas? Et c'est des débats qui sont dans l'ensemble des groupes de travail, il y a 5 groupes de travail, se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, produire, elle est en filigrane de tout ça. Donc je pense qu'il faut, arrêtons les grands débats hors sol de décroissance, croissance. Je pense qu'il y a une envie, et moi je
sens d'une génération peut-être au-dessus de vous, mais quand j'écoute ceux qui se font la grève avec Greta ou quoi, je trouve ça hallucinant à quel point cette question-là, elle se pose même plus en fait. C'est déjà le monde d'hier, et donc je sais pas pourquoi est-ce qu'on débat encore. Et comment, pour rebondir voilà, sur cette question, et dans ces cas-là, comment engager, concrètement, comment engager l'ensemble de ces citoyens sur ces discussions de fond, qu'elles soient de croissance-décroissance, mais sur ces discussions de changement de mode de vie qui pourront peut-être être radicaux pour certains. J'allais justement en venir à qu'est-ce que ça donne concrètement de la décroissance, parce que c'est un mot, c'est un concept hyper large finalement, et aujourd'hui, là je vais plutôt prendre la casquette d'Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, c'est, si on reprend le nom de l'assaut, enfin le nom de l'assaut, c'est Extinction Rebellion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, extinction du vivant, il y a plus de 40% des vertébrés qui sont en voie de disparition ou déjà disparus. Donc on a des chiffres hyper alarmants sur l'extinction de la biodiversité. Et ça, c'est en partie dû du coup à notre système économique basé sur la croissance. Donc c'est là que vient aussi Extinction Rebellion. C'est-à-dire face à ça, on ne peut pas simplement rester les bras ballants et attendre que des élites prennent des décisions pour nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'en tant que citoyen, on se rebelle. Et c'est vraiment pas un mot à la légère, c'est que la question de la rébellion, elle est hyper importante pour tous les citoyens qui s'engagent au sein d'Extinction Rebellion. C'est dire, quand le système dans lequel on vit est injuste, la meilleure chose à faire, c'est de se rebeller contre ce système. C'est-à-dire que c'est toute la question derrière de la désobéissance civile et des moyens d'action un peu plus radicales que ce que peut faire des associations qui font du plaidoyer, etc. C'est de se dire, aujourd'hui, on nous offre un cadre d'action légal qui n'est pas suffisant pour remettre en cause le système actuel, et donc il faut passer par des choses qui sont illégales. On ne peut pas se cantonner à faire des actions qui sont permises par le système, puisque de fait, le cadre n'est pas suffisamment grand pour agir et faire changer les choses. Et donc oui, pour revenir à ta question, en fait, la décroissance va avoir un impact hyper important sur beaucoup de gens, très concrètement. En fait, moi, il y a des choses qui m'ont fait vraiment basculer, où je me suis rendu compte que dans certains pays, il y avait plus de téléphones que de personnes. Voilà, des trucs tout bêtes comme ça, mais il y a des pays aujourd'hui, il y a 3 fois plus de téléphones que de personnes dans le pays, quoi. Mais qui utilise ces téléphones, en fait? Comment c'est possible qu'on soit arrivé à un moment où il y a plus de téléphones que de personnes? Je le répète, parce que c'est quand même ouf de se dire qu'on est arrivé à un stade où on est dans une surconsommation qui est complètement absurde. C'est plus subvenir à nos besoins, c'est simplement avoir des besoins qui sont construits. Et parce que tu parlais de la publicité, pour moi c'est l'un des premiers combats, et c'est ce que fait Extinction Rebellion beaucoup, c'est de se battre contre la publicité à outrance. Et donc on va aller faire des campagnes d'affichage sur les panneaux publicitaires, justement pour recouvrir ces panneaux publicitaires et dire on n'a pas besoin d'avoir autant d'affiches publicitaires pour nous dire de consommer des choses dont on n'a pas besoin. Et aujourd'hui, autre anecdote, c'est qu'aujourd'hui Emmaüs, qui récolte énormément de vêtements et de meubles, jette des choses parce qu'ils n'ont plus d'endroit où stocker. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement de choses dans nos armoires qu'on va les donner à Emmaüs en se disant mais c'est bon, il y a des gens qui font de la récup, ça va servir à des gens dans le besoin. Mais Emmaüs, ils ont déjà trop de trucs en fait. Emmaüs, ils ont trop de trucs, ils ont plus d'endroit où les stocker, tellement nous, on leur refile des trucs qu'on n'a plus besoin. Donc en fait, c'est dans un cercle, c'est même pas un cercle vicieux, justement, c'est une ligne droite vers la consommation où on n'arrive pas justement à avoir un fonctionnement circulaire qui pourrait permettre de réutiliser et même réduire sa consommation, quoi, avant même de parler de réduction avant même de parler de recyclage, par exemple, réduction des déchets, de réduction de la consommation, tout simplement. C'est ça, là-dessus, sur une ligne beaucoup plus radicale que prône Extinction Rebellion, il faut vraiment changer de mode de vie, et changer de mode de vie, ça veut dire repenser, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir un téléphone ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas revenir à un moment où on a un téléphone par famille? Enfin, c'est des choses qui sont vraiment à se demander, quoi, vraiment. Et la question de à quel moment on s'est dit qu'une à 3 voitures par famille, c'était quelque chose de normal. En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir 3 voitures par famille? Est-ce que c'est quelque chose de normal ou pas? Et il y a plein de choses à revoir qui nous font vraiment repenser notre mode de vie, mais au plus profond de notre société, quoi. Tu parlais tout à l'heure de rupture démocratique, César. On entend de plus en plus de sondages qui nous disent que la crise écologique, les enjeux climatiques deviennent la première préoccupation des Français. Et pourtant, les émissions de CO2 augmentent, ça n'avance pas. Est-ce qu'on est dans une forme peut-être de déni démocratique? Quels sont pourquoi ça n'avance pas finalement? Est-ce que ça vient, donc j'ai l'impression, un manque de solutions? Est-ce que ça vient, on n'écoute pas assez les citoyens? Ou quand les citoyens parlent de crise écologique, en fait, ils ne
comprennent pas ce qu'il y a derrière et les changements de mode de vie radicaux qui sont nécessaires pour ça. Voilà, qu'en penses-tu? Juste un mot très rapide sur la décroissance. Pour faire simple, si on croît de 2% par an jusqu'en 2100, et en 2100 on produirait 5 fois plus qu'aujourd'hui. Donc là on voit bien qu'il y a une incompatibilité et on peut voir ça d'un œil positif, c'est que bientôt, de fait, la croissance appartiendra au passé. Après, la notion de décroissance pour moi n'a pas beaucoup de sens parce qu'il y a des filières qui doivent croître, les énergies renouvelables, il y a plein de filières qui restent à créer et d'autres qui doivent décroître. Donc même si on garde cette notion-là pour évaluer un peu ce qu'on fait, bon, il y a un peu tout et n'importe quoi dans cette croissance de PIB. Pour répondre à ta question, on est quand même... alors, pendant la marche du siècle, donc le 16 mars dernier, il y avait à peu près 300 000 personnes dans la rue. C'est quand même pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est une préoccupation qui monte, mais on s'accorde plus sur des objectifs qu'on perçoit comme très lointains. Tout le monde va dire, bah oui, je veux faire de l'écologie. Oui, j'ai envie qu'on tienne la limite des 1,5 ou des 2 degrés. Après, c'est plus difficile parce qu'on mobilise sur des objectifs et non sur des mesures. Moi, mes parents, ils descendent dans la rue, ils marchent pour le climat, et arrivé à la maison, je leur dis, bah, du coup, pourquoi il y a un poulet dans le four? Il y a un petit souci. Et là c'est plus compliqué. Donc, il y a une bataille culturelle qu'on est en train de mener, mais plus que ça, il faudra maintenant, je pense, s'accorder sur vraiment des objectifs. Et c'est bien de massifier comme ça sur des objectifs, mais voilà, tant qu'on n'aura pas fait quand on n'aura pas raccroché à quelque chose de plus concret, on restera dans quelque chose, voilà, la préoccupation écologique monte, mais personne ne la voit vraiment. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment penser là-dessus. Je vous laisse commencer à réfléchir à des questions que vous voulez poser. Je vais poser deux, trois questions encore et après je vous laisserai poser des questions. Donc n'hésitez pas à commencer à en réfléchir. Pour revenir peut-être un petit peu plus sur le contexte actuel et notamment celui des municipales, vous en avez un petit peu évoqué, ça peut être intéressant de revenir dessus et notamment finalement en termes d'action, que faire pour ces municipales sur ces questions d'écologie et de démocratie. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire notamment voilà, aux personnes qui sont présentes ce soir? Est-ce qu'il faut aller voter? Est-ce qu'il faut, voilà, pour qui, pas forcément pour qui, mais voilà, est-ce qu'il faut aller voter? Est-ce qu'en amont, il y a des moyens de faire pression? Est-ce que après les municipales, comment continuer à s'engager? Voilà. Je pense que oui, il faut aller voter, mais ça suffit plus d'aller voter, ça suffit pas. Donc il faut aller voter, évidemment, en regardant quand même les programmes, et en regardant si les programmes mettent l'écologie au centre. Ça ne veut pas dire forcément voter pour un parti en particulier, mais comparer les programmes d'un point de vue écologique. Il y a plusieurs campagnes qui ont été faites pour ça. Il y a les maires du siècle lancés par On est prêt, qui, sur 3 mesures, vous permettent de voir si votre maire est écolo ou pas. Il y a le pacte pour la transition écologique aussi qui le fait. Donc il y a plein de moyens de le faire. Il y a aussi des moyens où je pense qu'il faut... Aujourd'hui, si on est très présent dans la question, enfin, l'envie des gens sur la question écologique, elle est très partagée, mais comme tu le disais, on gagne très peu de batailles. Aussi parce qu'on est finalement assez mal organisé et qu'au lieu d'être complémentaires en termes de moyens d'action, eh ben, on se tape les uns sur les autres. Et personnellement, je crois profondément qu'il faut qu'on arrive à articuler les différents modes d'action. Et du coup, de dire, bah oui, je vais voter, mais en parallèle, je vais la veille faire la marche du 14 mars qui est organisée par notamment Alternativa et plein d'autres associations pour mettre la pression sur l'ensemble des candidats sur la question écologique et montrer que c'est quelque chose sur lequel il faut axer. Aller faire des désobéissances civiles, que ce soit avec Extinction Rebellion et d'autres, à nouveau pour mettre la pression, voire bloquer des acteurs qui bousillent aujourd'hui la planète et la justice sociale. Je pense qu'il faut vraiment réussir à articuler ces différentes formes et qu'il faut qu'on arrive à pousser pour des nouvelles formes de démocratie. La démocratie représentative, elle a été créée un peu en défiance finalement des citoyens. L'idée, c'est quand même, nous citoyens, on délègue à des représentants nos voix. Et quand on est... Je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je le vis assez mal en tant que jeune, dans le sens où finalement c'est assez rare d'avoir des gens qui sont jeunes, soit parce que l'âge légal pour être élu est trop haut, soit parce qu'il n'y a pas l'envie chez les jeunes.
mais du coup on est assez mal représenté dans les instances officielles. Et donc c'est pour ça que je crois profondément au tirage au sort. Je prends l'exemple de la Convention citoyenne, il y a 6 personnes qui ont entre 16 et 18 ans. Et il y en a je ne sais plus combien, mais entre 18 et 25 ans, ils sont aussi assez nombreux. Et ça change tout. Et en fait, leur voix et leur parole est vachement écoutée par les autres citoyens tirés au sort. Donc la question du tirage au sort pour être représenté, que notre vécu soit entendu, pour moi elle est centrale. Et donc pousser au niveau local dans vos villes, vos villages, où vous soyez, pour qu'il y ait un tirage au sort qui soit mis en place, je pense que c'est des processus qui permettent d'avoir non seulement une meilleure représentativité des jeunes, mais aussi un meilleur vécu de l'ensemble des citoyens et éviter des décisions injustes socialement. Ouais, je vais aller dans le même ligne que ce que tu disais. Peut-être que je me suis rendu compte que j'ai pas forcément présenté On est prêt avant, et sur la question des municipales, ça peut être assez intéressant. Pour petit sondage comme ça, pour interagir un peu avec la salle, qui c'est qui connaît On est prêt? Ok. Qui c'est qui a signé la pétition de l'affaire du siècle? Pétition qui a été mise en place par notre affaire à tous et autour de laquelle une grosse campagne de communication avait été menée. Du coup, on est prêt à relancer une campagne de communication dernièrement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mobiliser un maximum de personnes en utilisant aujourd'hui ce qui marche beaucoup, les réseaux sociaux. Donc, je suppose que vous avez tous, sans faire trop de généralité, un compte Facebook, voire un compte Insta, voire un Snapchat, voire un TikTok, voire d'autres choses que je ne connais pas encore peut-être. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces réseaux sociaux pour mobiliser les jeunes sur les questions écologiques notamment. Et en fait, il y a une nouvelle campagne qui a été lancée, Mathilde parlait, qui s'appelle les maires du siècle. Et en fait, c'est mettre la pression aux maires et aux candidats qui se présentent à la mairie en disant, pour être un maire à la hauteur des enjeux, il y a 3 mesures simples. C'est-à-dire, vous mettez dans votre programme le fait que vous voulez faire passer les cantines en bio et local, faire en sorte de mettre plus de pistes cyclables, de faire en sorte qu'il y ait plus de transport dit doux, donc c'est-à-dire marche à pied et autre chose que la bagnole tout simplement, et aussi arrêter la construction de gros centres commerciaux et donc stopper l'artificialisation des sols. Donc ça, c'est 3 mesures qui permettent déjà de faire un choix assez cohérent quand vous allez aller voter, en fait, tout simplement. Donc il y a 3 mesures qui sont assez simples. Si vous voulez aller plus loin que ça, je vous invite vraiment à vous pencher sur un truc qui s'appelle le Pacte pour la transition, qui est un outil hyper cool, qui est malheureusement très peu connu. C'est 32 mesures pensées par une 60aine d'associations qui sont réunies sous le collectif pour une transition citoyenne. Et donc ce Pacte pour la transition permet vraiment de voir voilà, tout ce qui est faisable au niveau local pour transformer son territoire, pour que ce soit vraiment un territoire qui soit durable et viable pour les années à venir. Et donc c'est assez facile de faire la comparaison entre ces 32 mesures et un programme d'un des candidats de chez vous, de votre ville, pour dire voilà, est-ce que les candidats respectent ce genre de mesures, et ça permet assez facilement de faire son choix pour les municipales. Après, moi j'ai envie qu'on aille plus loin que ça, et là on parle de démocratie. Mathilde parlait du fait que la démocratie représentative, bon, elle est un peu désuète aujourd'hui, elle n'a plus trop de sens. Effectivement, il faut qu'on pousse les candidats aujourd'hui à se positionner sur la démocratie participative et la démocratie délibérative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soyons ambitieux, demandons-leur de mettre en place des tirages au sort, demandons-leur de mettre en place plus de budget participatif, que ce soit mieux fait, qu'il y ait plus de budget, parce qu'aujourd'hui il y a des budgets participatifs, mais c'est des montants parfois qui sont infimes comparés à tous les sous qui sont dépensés par les municipalités. Donc il faudrait aller plus loin que ça et demander vraiment à ce que les citoyens soient impliqués dans la vie politique de la ville. Et donc ça, c'est des mouvements, nous avons des mouvements municipalistes qui mettent ça en place. Et je vous donne l'exemple de Barcelone, qui est une mairie municipaliste depuis 2015. Et la maire Ada Colau qui a fait un programme vraiment tourné démocratie participative, implication des citoyens, est en train de transformer la ville littéralement. Parce qu'elle donne la place aux citoyens dans la prise de décision. Et c'est hyper intéressant, ça se passe juste derrière la frontière en Espagne et ça peut arriver en France. Si on pousse à ça, donc moi j'ai envie de pousser, je ne sais pas si on peut donner des consignes de vote, mais moi je suis pour voter pour des listes qui sont plutôt participatives et citoyennes, et ça existe. Il y a des grosses listes participatives et citoyennes, notamment à Toulouse, à Montpellier, notamment à Brest aussi, il y en a un peu partout. Je connais moins les listes participatives sur Paris, mais voilà, renseignez-vous sur ces listes-là qui sont en fait des citoyens comme vous qui se sont dit mais en fait moi j'en ai marre de voter tous les 6 ans et attendre tous les 6 ans qu'on me redemande mon avis. Donc je m'investis pour construire un mouvement citoyen dans lequel on va demander mon avis au quotidien, tout simplement. Dans le système dans lequel on se trouve, disons que ça pose un cadre, ça pose les règles du jeu avec lesquelles il faut jouer. Donc il y a les élections. C'est important, je pense, de s'en saisir. Au moins pour faire un peu remonter des idées, pour essayer de faire pression sur les candidats qui seront élus, même si ce n'est pas ceux pour qui vous avez voté. Mais il ne faut surtout pas que ça s'arrête là. Les règles du jeu, qu'on comprenne les élections,
mais il y a aussi un tas de choses qu'on peut faire. Il y a des pétitions, il y a des manifestations, il y a aussi la campagne super locale qu'on a lancée avec le mouvement, avec Partage Sympa et donc notre affaire à tous. Et l'idée, c'est de dire que l'écologie, c'est pas que quelque chose qui est au niveau national et on essaie de pousser un petit peu comme on peut, mais il y a partout sur le territoire des grands projets inutiles, imposés, polluants, contre lesquels il faut lutter. Et là, on a besoin de monde, que ce soit des juristes pour déposer des recours, pour aller comme ça retarder des projets, voire les empêcher, que ce soit des gens qui se mobilisent sur le terrain, vraiment dans une mobilisation frontale, qui fassent de la désobéissance civile. Il y a plein de choses. Là, pour le coup, il y a l'embarras du choix. Donc pour moi, il faut juste essayer de trouver ce qui vous plaît le plus, ce dans quoi vous pouvez être le plus utile. Si vous êtes juriste, notre affaire à tous, typiquement, si vous n'êtes pas juriste, il peut quand même y avoir notre affaire à tous, mais il y a d'autres choses très bien. Et du coup, voilà, et franchement, essayez d'avoir tout est devant vous, et essayez d'agir un peu sur tous les leviers qui sont à votre portée.